Et voilà, nous voilà de retour sur le plateau de Smartech. Alors dans cette deuxième partie de l'émission, on va aller découvrir un nouveau sac de couchage qui est adapté aux nuits dans l'espace. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rendez-vous avec le monde du libre et Jean-Paul Smets, PDG de RapidSpace, qui va nous expliquer comment les logiciels libres définissent finalement une nouvelle façon de faire de la recherche médicale et contribuent à l'émergence de nouveaux traitements du coronavirus. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Delphine. Merci beaucoup d'être en plateau pour nous raconter toutes ces histoires du libre. Alors, on va démarrer par un peu de contexte. Comme dans le monde du logiciel libre, il existe des médicaments que l'on peut produire librement. Ce sont les médicaments qu'on appelle génériques, dont les brevets des principes actifs ont expiré. Et alors, apparemment, 2 d'entre eux semblent avoir un effet sur les malades du Covid. Et les logiciels libres tiennent une place importante dans cette découverte. Absolument. Alors, apparemment, la fluvoxamine et la fluoxétine soigneraient le Covid. C'est ce que j'ai pu lire en fait sur le site de l'INSERM, dans la section Canal Détox, qui en fait cherche à faire le point sur toutes les rumeurs pour séparer le vrai du faux sur la base de faits scientifiques. Et ce que l'on apprend, je cite, certains antidépresseurs tels que la fluoxétine sont associés à un moindre risque de décès ou d'intubation en cas de Covid, allant potentiellement jusqu'à 74%. La fluoxétine, c'est le nom scientifique du Prozac. Et on lit un peu plus loin que dans un essai clinique mené au Brésil, on a observé sur la fluvoxamine, le cousin du Prozac, je cite toujours, la mortalité était significativement réduite de 91%. Et un peu plus loin, je cite que les patients débutant en traitement par fluvoxamine en réanimation ont 42% de chances de décéder en moins. Donc j'ai voulu comprendre... Et sachant que ça, c'est un article qui a été mis à jour. Voilà. 10 décembre 2021. Dernière très récemment. Oui. Donc je suis allé interroger le docteur Nicolas Hortel, qui est à l'origine de tout ça. Il travaille dans le service du professeur Frédéric Limousin aux hôpitaux de Paris. Et il m'a expliqué en fait comment les logiciels libres et l'entrepôt de données de santé a été impliqué dans cette découverte. Alors déjà, qu'est-ce qu'on trouve dans cet entrepôt de données de santé de la PHP ? Alors l'idée, on y trouve tout ce qui vient de tous les logiciels. On y trouve tous les outils possibles d'intelligence artificielle et de traitement de données. Tout ça a bien été expliqué dans sa thèse de doctorat par Adrien Parot, qui est un médecin anesthésiste réanimateur, qui a également été informaticien formé à l'école 42. Et donc la première étape, c'est d'aller se connecter à toutes les bases de données qui gèrent les parcours patients ou la gestion des laboratoires. Aux hôpitaux de Paris, il y a plein de logiciels différents, c'est pas du tout uniformisé. Et donc on a Orbis, Actipidos, DxCare. Et la première étape, ça va être de commencer par tout copier dans un endroit central, l'entrepôt de données de santé. Aujourd'hui, c'est 2 pétaoctets, des milliards d'enregistrements. Dès que c'est copié, on applique le logiciel de transformation Talend. Talend, c'est une société française ? C'est une de nos licornes du logiciel libre. Ça vient d'être racheté pour 2,4 milliards de dollars par Thomas Bravo, un fonds de capital risque. Et ce que fait Talend, c'est de reprendre toutes ces données qui ont été copiées pour essayer de les normaliser, qu'elles veulent dire la même chose, que d'un médecin à l'autre qui n'a pas tout à fait rentré les choses de la même façon, à la fin, on est finalement la même structure de données pour la traiter ensuite avec les outils classiques de l'intelligence artificielle, PyTorch, Scikit-learn, TensorFlow, R. Ensuite, on automatise tout ça avec Airflow, le logiciel de Airbnb qui est libre. On visualise avec Jupyter. Et en phase finale, pour gérer les cohortes, c'est I2B2, logiciel de Johnson & Johnson. Ça semble très complexe tout ça. Est-ce que les médecins arrivent à en sortir quelque chose ? Alors, en fait, les médecins classiques ont besoin d'informaticiens, mais quand on est le docteur Hortel, on est médecin et informaticien, puisque le docteur Hortel arrive à programmer. Et donc, ce qu'a fait le docteur Hortel au départ, c'est qu'en fait, il a eu une intuition qui était dans son service de voir que quand quelqu'un était infecté du Covid, donc il gère en fait des personnes âgées avec des problèmes psychiatriques dans un service de psychiatrie, au bout de 2 semaines, la plupart étaient infectés par le Covid. Certains médecins et soignants étaient également infectés par le Covid. Mais les personnes âgées, en fait, ne terminaient pas avec forme sévère ou grave, alors que la plupart des jeunes, qui étaient les jeunes soignants, en fait, avaient souvent des formes graves ou sévères du Covid. Et donc, il s'est dit, c'est très bizarre. Les personnes âgées qui ont plein de comorbidités et qui devraient normalement terminer en forme sévère, ne le font pas et les jeunes terminent en forme sévère. Et donc, il a émis une hypothèse. Et l'hypothèse, c'est de dire que peut-être que toutes ces personnes âgées avec des problèmes psychiatriques qui prenaient des antidépresseurs, c'est des antidépresseurs qui pourraient être à l'origine du fait qu'elles ne terminent pas en hospitalisation en forme sévère ou grave du Covid. Et alors, qu'est-ce qui s'enclenche comme processus à partir de cette hypothèse ? Les grands essais cliniques, c'est ceux où on donne aléatoirement du placebo ou un traitement. C'est la méthode pour obtenir une preuve élevée d'efficacité en médecine.
Et donc, le problème, c'est qu'il faut d'abord des données intermédiaires, parce qu'on va devoir regarder le patient les yeux dans les yeux et lui dire, voilà, je te donne quelque chose, ça ne va pas te faire de mal, et ça va peut-être te faire du bien. Mais il faut le savoir, ça ne va pas faire de mal. Donc, on a besoin des données intermédiaires. Quand on a le temps et l'argent, on fait par exemple des modèles sur l'animal. Mais là, on n'avait pas le temps, c'était la crise. Donc, il a eu l'idée de dire, on va faire une étude rétrospective. On va regarder ce qui se passe quand les gens rentrent à la PHP en prenant du Prozac, avec une infection Covid, est-ce qu'ils terminent en hospitalisation en forme sévère, et on compare à ça aux gens qui rentrent à la PHP sans prendre de Prozac, est-ce qu'ils terminent en hospitalisation et en forme sévère. Et donc, si on fait ça de la bonne façon, ça permet d'avoir des données intermédiaires quasiment aussi bonnes qu'un essai clinique. Mais là, pour avoir justement cette rétrospective, il faut avoir une quantité de données importante et des gens qui sont capables de les analyser. Et donc, on a le docteur Hurtel, on a sa doctorante Marina Sanchez-Rico. Ils ont programmé avec le logiciel R. Alors, première étape, ils ont d'abord demandé au comité d'éthique le droit d'accéder aux données. Ils l'ont eu le 8 avril 2020. Une fois qu'ils l'ont eu, ils ont accédé aux données. Puis les choses sont allées très vite, puisqu'en fait, ils ont obtenu des très bons résultats. Ils ont publié, juillet 2020, la première étude au monde sur l'effet et le bénéfice des antidépresseurs sur le Covid. Cette étude a été publiée dans Molecular Psychiatric du groupe Nature, qui est vraiment une étude top. Ensuite, on a eu en novembre 2020 dans JAMA par Eric Lenze un essai clinique qui a montré que la fluvoxamine semblait avoir un très bon effet. Et puis récemment, dans le Lancet, en octobre 2021, les résultats de l'étude Together avec des résultats extraordinaires. Donc au total, 4 publications semblent indiquer qu'il y aurait un effet positif à la fluoxétine et à la fluvoxamine. Et est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, ce traitement est utilisé ? Oui, aux États-Unis, au Brésil, en Inde. Aux États-Unis, on a le droit de l'utiliser en off-label, c'est-à-dire hors autorisation de mise sur le marché, parce qu'il y a des études randomisées qui ont montré un effet positif. Le NIH, qui avait dit non à l'ivermectine et à l'hydroxychloroquine, n'a dit ni oui ni non pour l'instant. Et donc, on a même la Floride qui le met dans ses recommandations avec l'administrateur général des données de santé. Bon, mais c'est quand même parti de France, donc qu'en est-il en France ? Alors, en France, ce n'est pas censé être prescrit tant qu'il n'y a pas une recommandation de la Haute Autorité de Santé ou de l'Agence nationale de la sécurité du médicament, au risque d'essuyer les foudres du Conseil de l'Ordre. Et en France, pour obtenir une autorisation de mise sur le marché, il faut énormément de procédures et de bureaucratie. Ça coûte très cher. Il faut un laboratoire pour soutenir toute la procédure. Et peu de laboratoires ont envie de soutenir une procédure chère pour un traitement à 4 € quand ils sont aujourd'hui en train de vendre, par exemple, du Ronaprev, des anticorps monoclonaux, à 2 000 €. Bon, juste un mot de conclusion sur cette affaire qui montre que les données, l'IA, ça fonctionne. Ça fonctionne quand il y a une proximité entre le médecin et l'informaticien, pour avoir des données propres, pour avoir un point de vue médical sur l'analyse. L'idée de taper dans le dur et trouver des corrélations au hasard, on a vu que ça ne marchait pas. Mais en revanche, la méthode du docteur Hurtel, qui est une méthode à la fois de médecin, de méthodologiste et de statisticien, où on essaye de prouver une intuition par des données qui ont été correctement collectées, c'est une méthode qui marche. Et à chaque étape, ce sont des logiciels libres pour la collecte, la normalisation, l'analyse et la restitution de la preuve. Super. Merci beaucoup Jean-Paul Smets pour cette enquête que vous avez menée pour Smartech. Jean-Paul Smets, je rappelle, vous êtes PDG de Rapid Space. À suivre, c'est la dernière séquence de Smartech. Et demain, on va parler d'un sac de couchage pour les astronautes.